Satinezko txabusina zeraman eta zitik txandalaren jertxea eta galtzontzilioak. Añez ohartu zenean, burua apartatu zuen, telebistako eszena bortitzekin egiten zuen bezala. Medikuak debekatu dizkit esnekiak, kolesterola dela eta. Bizkotxo egin dut arratsaldean, hartuko duzu pusketatxo bat. Hori bai, ezin ukorik egin horri. Oraindik gurin usaina zegoen Añezen sukaldean. Mai gainean, labeko erretiluan, bizkotxo virgin bat, moldetik atera gabea. Añezek labana luze bat hartu eta zati bat moztu zuen. Aitatxi eta Lili mahaiaren inguruan ari ziren harrapaketan. Tarteka, Lili ahoz gora etzan eta hankak luzatzen zituen zine izarren antzera. Aitatxi hurbildu egiten zitzaion, atzaparkada jostaria egiten zion, usnatu egiten zuen deiadarka. Seguro ez duzula rikorea nahi, esne gutxirekin eta urraskorekin egingo dizut. Ez, benetan, agian eta barre egitean hortz bat mugitzen zitzaiola ohartu zen Añez. Agian, esan zuen bihurrikeria bat pentsatzen ari zela jakitun. Añezek edalontzia luzatu zuen gizonari begira, eta honek ondoa ukitu arte sartu zuen bizkotxoa bizpairu bider, papurrak utziz esnea azalean. Aitatxik Biliren gainera jauzi egin zuen, eta emeak alfombra itxura hartu zuen. Joateko garaia heldu da. Ibek osiko txiki bat eman zion katuari zerrean. Dualde Andrea zoragarri zegoen pastela. Lili altzoan hartuta, Añezek ateraino lagundu zituen gizona eta katua. Nous avons 4 masters, donc le master d'études de base, le master traduction et documentation scientifique, on les étudiants qui viennent présents ici, master langue romane, donc aussi. Et donc, je pense que cette rencontre, c'est une formidable occasion de rassembler tout le monde autour, en plus, d'un projet littéraire. Donc, nous sommes très très heureux d'accueillir l'association EISI. Donc, ils sont venus nous rencontrer en juin, ils nous ont proposé cette activité. Et on a tous changé un peu nos projets respectifs pour associer les traducteurs professionnels. Je pense que c'est une expérience formidable pour nos étudiants. Donc, un travail en commun, étudiants et professionnels. Et c'est des débats que je pense qu'il va être animé et intéressant pour tous. Idazten dudanean hori gertatzen da. Radar galdera bat, baina arantzagoko bizitza hartatu mailara lanen. Konuntzagoko bizitza bere kontra lehertzen den bitartean. Idazten dudanean trase hori gertatzen da. Eta txuriak eta letxoak nire kontra hausten dira. Ni ohartu gabe. Nirea ez den edozein bizitzatako frekuentzian detektatzen daian lanpeketza baina nahi. Amaitzen dudanean, lanak izaten ditut, egal, odol eta lurma modelioak identifikatzen eta garbitzen. Ez dut erraza, rara zituztarak zainatzea. Sie trug einen Morgenmantelaufsatzer, darunter ein Sweatshirt und Unterhosen. Als Agnes merkte, wand sie den Kopf ab, bis ihr Sweatshirt stehen im Fernsehen war. Decía pues que tengo dos lenguas que conviven como pueden en mi interior, dos lenguas que se pelean en el exterior. Desde esta realidad miro al mundo. Lo hago como podría hacerlo desde cualquier otro lugar, solo que a veces la sensación es un poco distinta a la que sería si escribiese desde el castellano, pues el euskera es una lengua moribunda, es cuestión de décadas, un siglo quizás, que esta lengua quede arrasada para siempre, en gran medida por mi otra lengua, por el castellano. Es una sensación cuanto menos inquietante llevar a ambas dentro de mí, dos lenguas que habitualmente no se dirigen la palabra la una a la otra, las dos mías, llegadas a mí por diferentes caminos y diferentes razones. La autotraducción me ha servido para que ambas lenguas se unan, se froten y se revuelquen en un pasto creado por mí, en mi lengua literaria, en euskera. Me entusiasma la experiencia porque se da una especie de reconciliación sentimental, un encuentro inolvidable entre las dos enemigas íntimas. La una deja de espiar a la otra deja de ningunear a la una. Dicen que la traducción tiene que guardar la voz del original, pero yo no sé cuál de las dos soy la original. Dicen que se tienen que parecer, que no se puede traicionar a la original. En este caso, yo me tengo que parecer a mí misma, lo cual no siempre es fácil, ya que qué duro es ser siempre una misma. Y llevaba una bata de sartén y por debajo una sudadera y calzoncillos corset. Al darse cuenta, Agnès apartó la mirada, como cuando mostraban una escena de violencia en televisión.
El médico me ha prohibido todo tipo de lácteos, el colesterol, ya sabe. Por la tarde le he hecho un bizcocho, tome un pedacito. Ah, eso sí que no puedo negarme. ¿Qué le ha pasado en el cuello? Nada, cosas de gatos. En la cocina de Agnès aún olía a mantequilla. Sobre la encimera, aún en el molde, un bizcocho virgen. Agnès cogió un cuchillo largo y cortó un pedazo. Aitachi y Lili comenzaron a jugar alrededor de la mesa. De vez en cuando Lili se tumbaba boca arriba y estiraba las patas como una actriz de cine. Aitachi se le acercaba y le daba suaves zarpazos, la husmeaba, maullaba. ¿Está seguro de que no quiere un vaso de Ricoré? Se lo haré con poca leche y mucha agua. No, de verdad. Quizá, dijo Yves queriendo mostrarse travieso, y Agnès se dio cuenta de que al reírse se le movía un diente. Quizá Agnès le ofreció un vaso sin dejar de mirarle. Yves introdujo el bizcocho 2 o 3 veces hasta tocar fondo, dejando alguna que otra miguita en la superficie. Aitachi saltó encima de Lili y la hembra tomó forma de alfombra. Ha llegado la hora de irse. Yves dio una leve patada en el muslo a su gato. Señora Ayudal, estaba deliciosa. Con Lili en su regazo, Agnès acompañó al hombre y a su gato. Bestalde, aipatu zigun hasieran halako kezka puntu batekin, mintegi honetara etortzeko bere bi testuak, euskerazkoa eta gaztelaniazko itzulpena, irakurri zitunean berriz, halako kezka batez sumatu zuela berbada gaztelaniazkoa hobexeagoa zela. Eta hori esaten zigun halako pena zera batez. Baina guk lasaitu genuen, uste dut lortu dugula lasaitzea, eta azaldu genion nola gure ikuspegitik hori erabat logikoa zen. Atera genion Borgesen aipu bat, itzultzaion artean adostasun handia zegoen horren gainean. Borgesek esan zuen itzulpena idazketa baino fase aurreratuagoa bat zela logikoki, ze idazkeraren ostean etortzen da. Baina oso interesgarria izan zen baita ere Enrique Olasolok berez arkitekturaren alorretik datorrenak esan zionean, Eider lasai, hori oso logikoa da. Guk arkitektuek ere eraikin baten planoa egiten dugunean, hasieran iruditzen zaigu izugarri gauza ederra egin dugula, baina funtzionatzen duen edo ez, edo akatsik baduen edo ez ikusteko, egin behar duguna da azpikoz gora jarri edo ispilu baten aurrean. Eta itzultzea dakigunez, testua ispilu baten aurrean jartzea denez, hor oso erraz ikusten dira akatzak, findu beharrekoak, hobetu beharrekoak eta bar. Eta noski, idazketaren ostean egindako itzulpena logikoki hobea izango da. Horrek abia puntua eman zigun itzulpena, idazketa, itzulpena, berridazketa eta horrela sortzen den etengabeko gurpiltzoro horretaz luze jarduteko eta hausnarketa zinez aberasgarriak atera ditugu hortik. Yves droeg een satijnen kamerjas met onder een trainingsjasje en een onderbroek. Toen Agnes dat zag, draaide ze haar hoofd af, net zoals bij gewelddadige scènes op de televisie. Ik mag geen zuivel van de dokter vanwege de cholesterol. Ik heb vanmiddag een cake gebakken, u wilt vast wel een stukje. Nou, daar zeg ik geen nee tegen. Agnes keuken geurde nog naar de boter. Op een tafel, op de open bakplaat, stond er nog maagdelijke cake, nog niet uit de worm genomen. Agnes nam een lang mes en sneed er een stuk van. Aitachi en Lili renden achter elkaar aan rond de tafel. Tussendoor lag Lili op haar rug met verspreide poten als een filmster. Aitachi ging naar haar toe en gaf haar een speelse haal, besnuffelde haar en miauwde. Weet u zeker dat u geen potkoskoffie wilt? Dan maak ik hem met wat minder melk en wat meer water. Nee, echt niet. Misschien. Hij lachte. En Agnes merkte dat er een tand los zag. Misschien, zei hij, alsof hij aan iets ondeugends zat te denken. Agnes keek hem aan terwijl ze hem haar beker gaf. Hij doopte zijn cake een paar keer helemaal tot op de bodem, zodat de kruimels op de melk dreven. Aitachi sprong bovenop Lili alsof het poesje een tapijt geworden was. Tijd om op te stappen. Yves gaf zijn kat een tikje tegen zijn poot. Mevrouw Doual, de heerlijke cake was dat. Met Lili in haar armen begeleidde Agnes Yves en zijn kat naar de deur.
le lieu commun qu'a cours consiste à dire le texte original est formidable, le texte traduit par Chaga, ça va, mais pas trop, et le texte français n'est que l'écho des erreurs du deuxième. Et je crois que c'est un lieu commun de dire que l'original, vous l'avez dit d'ailleurs, que l'original est un chef-d'œuvre, la traduction est une horreur. Je crois que c'est pas vrai. Borges l'a montré. Borges, il a fait. Bon, il aimait le goût du paradoxe, Borges. Hein. Plus c'était provocateur, plus ça lui plaisait. Par exemple, ils disent toujours. Moi, je trouve toujours que les traductions sont supérieures à l'original parce qu'elles arrivent après. Et puis, il s'amusait. Par exemple, il a écrit un texte important sur les traductions d'Homère et il dit grâce à mon ignorance heureuse du grec, je peux dire que la traduction d'un tel est la meilleure. Alors comment il peut le dire puisqu'il ne connaît pas le grec, voyez. Et vous avez comme ça sans arrêt chez Borges. Mais ce qu'a pointé Borges quand même, c'est que c'est quelque chose de très important pour la traduction, c'est que la traduction suppose qu'il y ait une équivalence avec l'original, et ça c'est faux. La linguistique a montré qu'il n'y a pas d'équivalence entre les langues. Et c'est Jacobson. Jacobson dit les langues ne sont pas équivalentes, elles ne sont jamais équivalentes. Hein. Elles sont à côté, mais pas équivalentes. Et alors, Umberto Eco, qui est très intelligent, a écrit un livre sur la traduction qui s'appelle Presque la même chose. Et en fait, bon, si vous le lisez, ce qui est intéressant en traduction, vous verrez que c'est un faux livre. En fait, c'est des conférences qui collent les unes après les autres, qui répètent 50 fois la même chose. Mais c'est intéressant quand même à cause de ce titre, Presque la même chose. Alors, ce que dit Eco, qui est un sémiologue, qui sait ce que c'est les sciences du langage. Ce que dit Eco, il dit que la langue la langue B n'est jamais l'équivalent de la langue A, mais elle est la métaphore de la langue A. La traduction serait une métaphore. Et donc, tous les critères de jugement sur la traduction et sur l'original changent, quoi. À partir du moment où on accepte cette idée que la traduction est presque la même chose, et non pas la même chose, mais non pas non plus la différence absolue, les critères de jugement sur la traduction changent complètement. Et alors, Achaga disait, justement, là-dessus, à ce propos, il disait que c'est complètement stupide de dire que la traduction est inférieure à l'original, qu'un texte perd par rapport à l'original, et il disait, une traduction, tantôt elle perd, tantôt elle gagne, tantôt elle repère, tantôt elle regagne, et tout le reste est de la métaphysique. Et je crois qu'il avait raison. Moi, je crois que ce qui compte, il faut que le texte original existe en soi, et le texte traduit existe en soi. Moi, je crois que le texte traduit ne doit jamais apparaître comme traduit. Dès le moment où il apparaît comme traduit, c'est foutu. Il y a un échec de la traduction, à mon avis. Hein. Il doit avoir exactement la même cohérence que le texte original. Les personnages, le langage, le décor, tout ça doit être un texte en soi. Si ce n'est pas un texte en soi, c'est une catastrophe. Yves portait un peignoir en satin et en dessous, le haut de son survêtement et un caleçon. Quand Agnès s'en rendit compte, elle tourna la tête, comme elle le faisait devant les scènes violentes de la télé. Le docteur m'a interdit l'étage, à cause du cholestérol. J'ai fait une génoise cet après-midi. Vous allez en prendre un petit morceau? Ah, ça oui, ça ne peut pas refuser. On sentait encore l'odeur du beurre dans la cuisine d'Agnès. Sur la table, dans le plat du four, une génoise immaculée, toujours dans son moule. Agnès prit un long couteau et en découpa une part. Aitachi et Lily se mirent à se poursuivre autour de la table. De temps en temps, Lily se couchait sur le dos et étirait ses pattes comme une star de cinéma. Aitachi s'approchait d'elle, lui donnait un petit coup de griffe pour s'amuser, la reniflait en l'appelant. « Vous êtes sûr que vous ne voulez pas de ricoré? Je vais vous le faire avec peu de lait et beaucoup d'eau. » « Non, vraiment. Peut-être... Et Agnès se rendit compte qu'une de ses dents bougeait lorsqu'il rigolait. « Peut-être... » dit Yves, voulant se montrer malicieux. Agnès lui tendit son verre, tout en le regardant. Celui-ci trempa le gâteau 2 ou 3 fois, jusqu'au fond, en laissant quelques miettes dans le lait. Aitachi sauta sur Lily, et celle-ci s'aplatit comme un tapis. Il est temps de partir. Yves donna un petit coup de pied sur la patte arrière du chat. Madame Duhalde, le gâteau était délicieux. Agnès accompagna le voisin et son chat jusqu'à la porte, Lily dans les bras. Itzulpengintza funtsezkoa da, eizieri eskerrak ematen dizkiot, hau antolatzeagatik. Funtsezkoa da, etorkizuneko gure itzultzaileak gune hauetan daudelako, hemen ikasiko dutelako, segurazki euskara,
eta gaur egunean euskal literaturak duen maila zinez interesgarria, Eider Rodriguez Irak idazlea hementxe dugu eta horren adibide on bat duzue, pixka bat munduan sakabanatzen lagunduko digutelako Andre Gabastuk Atxagarekin egin zuen bezala. Eskerrik asko. C'était un groupe très hétérogène, puisque, outre de nombreux Espagnols et de Français, j'avais parmi eux une Argentine, une Albanaise, une Serbe, et nous avons également ouvert avec ma collègue Danielle Laurin sur l'allemand. Pour le professeur, ça a été également un test de voir le profil de ces étudiants, si vraiment ils étaient faits ou non pour le travail de traducteur. Ça a permis de voir et d'examiner la pertinence de leurs remarques, de leurs interrogations, tant sur la langue que sur leur futur métier. Nous avons pu aborder aussi bien la traduction directe grâce à une étudiante qui est de langue basque, qui leur a expliqué ce que ça voulait dire en français. Et ensuite, nous avons travaillé sur plusieurs textes également en français, ce qui a permis de voir qu'il n'y a pas une seule traduction d'un texte, comme il n'y a pas une seule lecture d'un texte. De dire le traducteur n'a pas le mot final, ni l'auteur n'a le mot final, mais il y a une pluralité et de traduction et de lecture, c'est très important également parce qu'il me demandait hier, mais quand sait-on que le travail est terminé? Importance également de travailler à partir d'une langue pivot, chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Également de travailler dans la nuance, de travailler dans la tonalité des textes, puisque à un moment donné, nous avions deux textes en français, l'un traduit par une femme, l'autre traduit par un homme, et très pertinemment, les étudiants ont dit « Ah, mais il y en a un qui traduit par une femme, une fille grosse, et l'autre forte. » Là aussi, pertinence. L'importance de la distance, l'importance de laisser reposer le texte, l'importance d'un œil extérieur. Tout ça, je pense que là, ils ont vu qu'il y a une richesse dans leur futur métier. Il y a une richesse, je pense, pour les traducteurs qui étaient là, qui se sont vus également psychanalysés à leur tour. Et je pense que c'est une richesse pour l'écrivain, à qui je souhaite beaucoup de succès, que je remercie infiniment pour son abécédaire, dans lequel, outre sa finesse de plume, il y a tout ce que l'on doit savoir sur la langue. Une langue mène à la réflexion, une langue mène à la communication, et une langue peut être également silence. Je vous remercie. Yves portait une robe de chambre de satin sur un sweatshirt et un boxeur. Quand Agnès s'en est rendu compte, elle a détourné les yeux comme lorsqu'on montre des scènes de violence à la télévision. Le médecin m'interdit toutes les boissons lactées à cause du cholestérol, vous savez. Cet après-midi, j'ai fait une génoise. Prenez-en un petit bout. Ah, voilà quelque chose que je ne peux pas refuser. Qu'est-ce qui vous arrivez au cou? Rien, des trucs de chat. La cuisine d'Agnès sentait le beurre. Sur le plan de travail, encore dans son moule, il y avait une génoise intacte. Agnès a pris un couteau à longue lame et en a coupé un morceau. Aitachi et Lily ont commencé à jouer autour de la table. Lily se couchait de temps en temps sur le dos et tirait ses pattes comme une actrice de cinéma. Aitachi s'approchait d'elle, lui donnait des coups de griffe inoffensifs, la plairait, miaulait. Vous ne voulez vraiment pas un verre de ricoré? Je vais mettre une larme de lait et beaucoup d'eau. Non, vraiment. Peut-être, a dit Yves, qui voulait se montrer espiègle, et Agnès s'est rendu compte que lorsqu'il riait, il avait une dent qui bougeait. Peut-être. Agnès a tendu son verre sans cesser de le regarder. Yves y a plongé deux ou trois fois la génoise jusqu'à toucher le fond, laissant quelques nids à la surface. Aitachi a sauté sur les lits et la fenêtre s'est aplatie comme un tapis. Il est parti. Yves a donné un petit coup de pied dans la cuisse de son chat. Madame Duhal, c'était délicieux. Serrant Lily dans ses bras, Agnès a accompagné l'homme et son chat jusqu'à la porte. Niklakiara inoiz egin didate irakurketa sakonena egin didate paueko mintegi honetan. Eta sakon hitzarekin zera esan nahi dut.
Nik testua idatzen nuenean nengoen toki sakonetik bertatik irakurri eta itzuli nautela haiek. Nire amarru, intentzio, kontrasan eta bar guztiei mozorroa kenduz. Oraindik ez dakit nola egin duten, ez didate kontatu. Haiekin ez du ez idazlearen aloak, ez txirularen doinuak, ez idazle mozorroak balio izan. Dakidana da aurrerantzean egunotan ikasitakoek eragina izango dutela nire idazketa prozesuan, ez dizuet kontatuko nola, edo zertan. Beraz, ulertuko duzuen, zergatik ez dudan soineko ederrura jantzi gaurkoan. Agian egokiago nengoke ospitaleko mantala jantzita agertu izan bani, baina erdibide hau ere lanerako jantzi hau onartuko didazue.